Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le Premier ministre préside la 7e réunion de suivi du plan national de riposte à la sécheresse. Toujours dans l'actualité nationale, réunion préparatoire à la délégation djiboutienne participant au 13e JO de la CIGO. Et enfin, dans l'actualité internationale, au Moyen-Orient blessé de 93 Palestiniens attendant de l'aide à Gaza sous le feu israélien. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le disais dans le titre, le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a présidé ce matin à la primature la 7e réunion de suivi du plan national de riposte à la sécheresse en présence des ministres concernés, des préfets des régions et des représentants techniques. Cette réunion de haut niveau a permis d'évaluer la situation critique de l'eau et de l'énergie dans les régions, en particulier l'état de fonctionnement des forages, la baisse alarmante des nappes phréatiques, le tarissement de nombreux puits. Les préfets ont notamment alerté sur les difficultés d'approvisionnement en eau dans les écoles et les établissements de santé. Le Premier ministre a appelé à la mise en œuvre rapide des mesures concrètes, parmi lesquelles le lancement d'un appel d'offres pour la réalisation de nouveaux forages dans les zones les plus touchées, notamment les régions Khamsin, la réparation des installations existantes et l'augmentation des débits d'eau, la poursuite coordonnée de l'acheminement des vivres région par région afin de répondre aux besoins immédiats des populations. De haut niveau qui avait permis d'évaluer la situation critique de l'eau, l'énergie dans la région, en particulier l'état de fonctionnement des forages, la baisse alarmante des nappes phréatiques et le tarissement de nombreux puits. Les préfets ont notamment alerté sur les difficultés d'approvisionnement en eau dans les écoles et les établissements de santé. Direction le sud du pays où, après Guestir, ce fut le tour des populations nomades d'une autre zone de brousse appelée Kaba, qui abrite un poste frontalier avec la Somaliland, et Hindi, qui recevait des denrées alimentaires de base composées de riz, farine, sucre, dattes et d'huile. En plus de l'aide alimentaire, les habitants de ces secteurs de brousse ont reçu de l'eau potable, des produits d'hygiène, d'autres matériels d'urgence, sans oublier de l'offre de foin alimentation pour leur bétail et des soins vétérinaires. Ici, en présence du préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Banoïta, du président du conseil régional d'Ali Sabi, Sharmaki Hassan Alalay, du sous-préfet de Holhol, Mustafa Hassan Waberi, du représentant du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ferdoussa, du directeur régional du ministère de la Culture, de l'Élevage, chargé des ressources halieutiques, M. Mahdi Al-Roble, et des chefs de corps sécurité basés dans la région. Sachant que l'aide toute azimut apporte aux populations des zones de brousse intervient à la suite de la riposte nationale déclenchée contre la sécheresse exceptionnelle qui se vit actuellement dans plusieurs régions du pays. Le gouvernement de la République de Djibouti a intensifié ses efforts pour venir en aide aux populations les plus durement touchées. Cette mobilisation nationale s'inscrit dans le cadre urgent lancé par le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, exhortant une action rapide, solidaire et coordonnée face à la gravité de la crise humanitaire en cours. Eh bien, la population de Kaba ont remercié le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh et son gouvernement pour cet appui en tout genre contre la sécheresse qui perdure presque une année entière. Un soutien, soulagement qui survient au moment opportun de l'aide alimentaire et autres fournis aux habitants des zones de brousse les plus touchées par la sécheresse récurrente, ont-ils reconnu. Nous restons toujours dans le sud, dans le cadre de la mise en œuvre du plan national d'aide d'urgence face à la sécheresse exceptionnelle qui frappe plusieurs régions du pays. Un convoi humanitaire composé de camions chargés de vivres essentiels est arrivé à Chabelé, une localité touchée par la sécheresse située dans la région d'Arta. Cette opération humanitaire organisée par les autorités en coordination avec les structures locales marque une étape cruciale dans la réponse rapide du gouvernement aux besoins pressants des populations affectées par cette crise climatique. La cérémonie de réception de ce convoi était présidée par
M. Abdi Hassan, sous-préfet de Damerjo, en présence de l'honorable Djibril Abilay, député de la région d'Arta, témoignant de l'engagement des autorités de tous les niveaux pour venir en aide aux citoyens en détresse. Rappelons que l'aide humanitaire distribuée à Chebeli a permis de soulager 100 familles vivant dans des conditions particulièrement précaires en raison de la pénurie d'eau et de nourriture causée par la sécheresse. Eh bien, la population de Chebeli a remercié le président de la République et la première dame. Le gouvernement nous a apporté différentes sortes de produits composant des denrées alimentaires de première nécessité ainsi que du fourrage destiné au bétail, ont-ils raconté. Le gouvernement nous a fourni tout cela en se conforme aux directives du président de la République. Les aides reçues comprennent notamment des denrées alimentaires de première nécessité. La bénéficiaire de la localité de Chebeli a exprimé ici leur gratitude et leur remerciement au président de la République et à la première dame au nom des habitants de la région de Chebeli. On va vers le nord du pays où une vaste opération de distribution des vivres a été menée avec succès dans les localités de Moulohley et Indey dans la région de Bok. Cette action humanitaire s'inscrit dans la dynamique impulsée par l'appel urgent de son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Merguele, qui exhorte à une solidarité renforcée et une réponse rapide face à l'aggravation de la situation dans les zones rurales. Les vivres distribués constituent une aide vitale pour les communautés durement affectées par la sécheresse récurrente. Cette opération s'ajoute aux multiples initiatives déployées dans le cadre de la stratégie nationale de réponse rapide menée par le gouvernement. D'autres envois humanitaires sont déjà programmés vers les zones les plus vulnérables. Le gouvernement reste pleinement mobilisé pour faire face à cette urgence avec une coordination continue entre les différents services concernés. Et ce communiqué qui nous est parvenu du ministère des Affaires étrangères de la République de Djibouti se félicite de la signature de la déclaration de principe entre le gouvernement de la République démocratique Congo et le mouvement M23 qui a eu lieu dans la capitale qatarienne à Doha. Cet accord qui prévoit un cessez-le-feu permanent constitue une étape cruciale vers l'instauration de la paix et la réconciliation nationale entre République démocratique du Congo. Dans ce contexte, la République de Djibouti salue aussi la médiation efficace et constructive menée par l'État frère du Qatar, soulignant que cette réussite reflète le rôle central joué par Doha dans le soutien à la paix régionale et internationale et dans la promotion des solutions politiques aux conflits à travers le dialogue et la compréhension mutuelle. Djibouti exprime son espoir que cette avancée contribuera à ouvrir la voie à une solution politique globale et durable mettant fin aux souffrances des civils et répondant aux aspirations du peuple congolais. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi après Garanlé et Sagalou, la délégation conduite par le ministre de l'Agriculture, M. Mohamed Ahmed Awale, s'est rendue à la nouvelle base régionale située dans le chef-lieu. Cette base d'importance stratégique a été construite dans le cadre du projet PIGIR financé par le FIDA, à savoir le Fonds international de développement agricole, pour un coût d'environ 100 millions francs Djibouti. Cette nouvelle installation est conçue pour améliorer significativement l'efficacité opérationnelle du ministère. Elle sera équipée d'équipements pluridisciplinaires. La base abritera une équipe diversifiée du ministère, incluant des techniciens électromécaniciens et des techniciens de forage. L'installation complète de la base comprend des bureaux, des abris pour les camions et des zones de stockage. Elle sera prochainement équipée des véhicules déjà acquis dans le cadre du projet PIGIR, notamment un camion grue, un camion citerne, un camion atelier et un camion de livraison. Ces véhicules devraient être livrés à la base sous peu. Le stock d'équipements essentiels ainsi que le stock de la base comprendra aussi également des équipements cruciaux tels que des groupes électrogènes, des pompes, des réchanges et des équipements de forage. Eh bien, comme je vous le disais, l'objectif principal de la création de cette nouvelle base régionale est de décentraliser les directions techniques du ministère et de réduire drastiquement les délais d'intervention pour les problèmes liés à l'eau dans toute la région. Pour plus de précisions, écoutons le ministre de l'Agriculture. Cette base est équipée d'un bloc administratif et d'un bloc technique. Dans le bloc technique, il y a toutes les directions, agriculture, élevage, pêche et bien entendu, grands travaux et eau. Il y a aussi en face de moi
les magasins de maintenance, les ateliers d'entretien en face ce bâtiment blanc. Il y a aussi le force de réparation des véhicules poids lourds. Tout cet atelier, à l'instar de celui des Dikil, il y aura tous les engins de maintenance et de réalisation de forage, c'est-à-dire camions grues, camions ateliers, camions citernes qui vont couvrir la région de Tadjoura et d'Obok. Le tout est équipé, le tout nous a coûté 200 millions de francs Djibouti, y compris les équipements, y compris la base technique. Dorénavant, grâce à l'initiative du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, dorénavant, la base de Tadjoura, tous les personnels qui sont déjà venus ici vont dorénavant travailler ici pour dépanner, réaliser des forages au niveau de la région d'Obok et de Tadjoura. De même pour Dikil, il n'y aura plus d'excuses pour dire on va partir au niveau de la capitale pour procéder à la réalisation d'Agirou, d'Odoya. Tous vont partir, chacun de ses bases qui couvre. Celui de Dikil couvre bien entendu Ali Sebier et Dikil. Dans notre magazine de ce soir, Djibouti renforce son engagement face au changement climatique. Eh bien, la deuxième conférence internationale sur le climat sous l'égide du président de la République a permis de poser les bases d'une feuille de route régionale. L'OREC, bras scientifique. Cette ambition se positionne comme un acteur clé. On revient sur les moments forts de cette conférence et les perspectives à venir. Voici un magazine de la rédaction réalisé par Mohamed Ahmed. Face aux effets dévastateurs du changement climatique, Djibouti, un pays semi-aride de la Corne de l'Afrique, n'échappe pas à cette réalité. Depuis plusieurs années, le pays place la résilience climatique au cœur de sa stratégie de développement durable. La deuxième conférence internationale sur le changement climatique, organisée sous le patronage du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a permis de renforcer cet engagement. L'Observatoire régional de recherche pour l'environnement et les climats s'impose aujourd'hui comme une réponse scientifique et régionale aux défis environnementaux. En octobre 2022 a été créé l'Observatoire régional de recherche sur l'environnement et le climat sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, afin de pouvoir trouver des solutions concrètes d'adaptation climatique. Cet observatoire a été doté de certaines missions dans la création et la structuration des données climatiques, et cela a été ce sur quoi à l'Observatoire et les chercheurs de l'Observatoire s'y sont concentrés afin que l'on puisse avoir des données qui nous permettent de prendre des décisions politiques adaptées. La conférence a abouti à une série de recommandations pratiques issues des échanges entre chercheurs, décideurs et partenaires techniques. La conférence de CR2 a incarné une ambition claire, celle de faire émerger une voix africaine forte, une voix scientifique et résolue face au changement climatique. Sans oublier un soutien politique fort qui a été retranscrit par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui a montré l'importance de cette conférence qui n'était pas qu'une conférence scientifique. Les principales recommandations s'articulent autour de 5 points majeurs. Dans un premier temps, il a fallu se concerter, se convaincre, discuter de l'importance de mutualiser nos données climatiques à travers une plateforme. Et en ce sens, l'OREC a été l'un des initiateurs en bientôt, Inch'Allah, mettant en ligne sa plateforme climatique qui sera aussi une plateforme de recensement de la biodiversité et des écosystèmes. La deuxième recommandation a été de concrétiser un changement de paradigme qui se structure autour des plans nationaux d'adaptation. Le troisième point est sous l'angle de la réflexion et la conception
d'infrastructures climato-résilientes, un accès à l'eau, une ventilation adaptée et des énergies propres. Pour cela, il faut créer des pôles régionaux d'innovation climatique, pilotés par les institutions locales, tout en favorisant les savoirs endogènes. Il faut booster les capacités des jeunes chercheurs. Il faut les booster en créant des espaces d'innovation, en créant des espaces de conception et en créant des espaces de réflexion. Cela permettra de faire cette transition. Pour finir, il faut créer un fonds de résilience climatique qui sera bien sûr et probablement alimenté par des ressources publiques mais aussi des ressources privées. Cela permettra de conduire une diplomatie africaine sur le climat ambitieuse et qui permettra une représentation de notre continent dans des grandes instances internationales. Au-delà de discussions, cette conférence a initié une feuille de route régionale en faveur de la résilience climatique, coordonnée par Djibouti à travers l'OREC. Cette feuille de route vise à unir les efforts régionaux pour une action concertée face aux défis climatiques. Toutes ces recommandations doivent se traduire par des actions concrètes. Et ces actions concrètes vont être dans un premier temps, et c'est la discussion que l'on a eue avec les collègues et avec les différentes parties prenantes, la constitution de groupes thématiques. Ces groupes thématiques-là vont chacune être chargées de traduire les recommandations en feuilles de route. Ce seront des feuilles de route opérationnelles. C'est-à-dire qu'à partir de 2026, nous devrons avoir pour chaque thématique, de manière interdisciplinaire et pluridisciplinaire, discuter comment nous allons mettre en place ces recommandations. Mais encore une fois, cela nécessite un cadre. Donc il faut que les parties prenantes et les institutions qu'elles représentaient, certaines se sont engagées durant cette conférence, puissent faire partie du consortium que la République de Djibouti veut créer. Cette consortium africaine, cette consortium d'institutions scientifiques va permettre à ce qu'il y ait un plan concret et aligné sur notre vision 2035, bien sûr, mais aussi sur la vision 2063 de l'Union africaine. Dans les années à venir, Djibouti mettra en œuvre ces recommandations à travers des actions ciblées telles que des infrastructures résilientes et des systèmes d'alerte précoce. Le pays, avec le soutien de partenaires internationaux, aspire à devenir un modèle de résilience pour la région. L'OREC a ouvert un schéma ambitieux, faire de l'Afrique un continent d'innovation climatique, de gouvernance inclusive et de résilience communautaire. Nous devons passer des diagnostics aux solutions concrètes, climat, innovation et adaptation, devenir acteurs de la transition en Afrique. Autre actualité dans ce 22h, et je vous le disais dans le titre, le ministère de la Jeunesse et de la Culture a organisé aujourd'hui au Sheraton Hotel une réunion d'information des préparations avec la délégation nationale qui représentera la République de Djibouti au 13e jeu de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'Océan Indien, prévu du 28 juillet au 10 août aux Seychelles. Placée sous la présidence de son Excellence Madame la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibou Moumouni Assoué, cette rencontre a réuni les présidents des fédérations, des troupes culturelles et l'ensemble des membres de la délégation djiboutienne, jeunes, athlètes, artistes, entrepreneurs, encadreurs et responsables techniques. L'objectif de cette réunion était clair, mobiliser, informer et motiver les représentants djiboutiens avant leur départ pour cette grande manifestation régionale. Les disciplines dans lesquelles Djibouti sera représenté incluent notamment le basketball, le handball, l'athlétisme, le judo, la danse, le théâtre, le e-sport, l'entrepreneuriat des jeunes ainsi que d'autres activités culturelles. Chaque encadreur a pris la parole pour présenter le niveau de préparation de son équipe, soulignant l'engagement collectif à porter haut les couleurs nationales. La réunion s'est achevée par une séance d'échange interactif entre les participants et les encadreurs permettant d'apporter des réponses claires aux dernières interrogations d'ordre logistique, organisationnel et administratif. La délégation djiboutienne s'apprête ainsi à rejoindre les Seychelles le 30 juillet avec une ambition partagée, représenter dignement la République de Djibouti et faire rayonner la jeunesse nationale sur la scène régionale. Eh bien, dans son allocution, Dr Hibou Moumouni Assoué a salué l'engagement et la détermination des participants, rappelant que les Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'Océan Indien constituent une plateforme essentielle d'expression et de dépassement de soi et de fraternité entre les jeunes des pays de l'Océan Indien. Écoutons-la. C'est un immense plaisir
et une profonde fierté que je prends la parole aujourd'hui et préside cette rencontre, cette réunion, à quelques jours de la cérémonie d'ouverture du 13e jeu de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'Océan Indien, sur laquelle nous travaillons actuellement. Ces jeux, bien sûr, qui se tiendront cette année aux Seychelles du 1 au 11 août 2025. Donc, vous venez de découvrir dans Lima la beauté de ce pays. Et je pense que Djibouti est autant belle aussi et partage beaucoup de choses avec Seychelles. Cette réunion préparatoire est bien plus qu'un simple point de passage dans notre calendrier. Elle constitue un moment important, un temps fort d'information, de coordination et d'engagement collectif destiné à garantir la pleine réussite de la participation djiboutienne à cet événement régional d'envergure. Cette année encore, la République de Djibouti est fière d'aligner une grande délégation, je pense que c'est la plus grande, de plus de 60 participants, composée de jeunes talentueux dans plusieurs et diverses disciplines sportives, culturelles, discursives, entrepreneuriales. En fait, ça montre bien que la jeunesse est transversale. Votre participation est hautement représentative, votre participation de tous. Vous incarnez la jeunesse dynamique, ambitieuse et porteuse de progrès et d'exploits pour notre pays et pour toute la région. Et je pense que notre plus grand ami, le plus grand ami de la jeunesse, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, est aussi fier qu'autant de jeunes puissent nous représenter dans ces Jeux de la CGSOI. Donc je vous invite donc dès aujourd'hui à prendre pleinement conscience de votre participation à ces Jeux. Vous ne représentez pas seulement vos fédérations ou votre discipline, mais tout un pays, toute une jeunesse et toute une vision partagée au sein de la CGSOI. Celle d'une jeunesse océanique, unie par l'amitié et la solidarité, et avec des politiques définitivement tournées vers l'avenir et le développement durable. Chers présidents des fédérations, je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre engagement constant. Votre rôle est capital pour assurer la préparation technique et l'encadrement structurant de nos jeunes. En 2029, Djibouti a l'ambition d'accueillir les Jeux de la CGSOI ici à Djibouti. Donc, il faudra mettre... Et donc, quand vous allez être à Seychelles, c'est dans ce sens-là aussi. Vraiment, vous êtes les futurs organisateurs, vous tous, et vous allez être un peu les ambassadeurs de ce jeu à Djibouti. Eh bien, notre équipe sur place qui a pris part à cette réunion d'information nous a recueilli quelques réactions que je vous propose d'écouter. Bonjour à tous, je m'appelle Mohamed Abdoudia, président de la Fédération Djibouti e-sport. Nous sommes là ici pour participer à la dernière cérémonie de la réunion pour les événements qui vont se passer au CGCI, qui sera le 30 au 10 août. Nous sommes ravis de participer à cet événement qui est première pour le e-sport et qui sera toujours, on sera là pour faire en sorte que le e-sport puisse s'intégrer dans tous les événements qui se produira à Seychelles. Et je remercie énormément de nous avoir invité l'excellence Madame la ministre de la Jeunesse et de la Culture qui nous a honorés et qui nous a invités à participer avec les autres membres de la fédération et des membres qui étaient là pour Seychelles. Direction le sud du pays où visite du préfet d'Ali Sébié dans le cadre du renforcement de la sécurité dans les zones frontalières. Le préfet de la région d'Ali Sébié, Abdelmalik Mohamed Banoïta, accompagné du président du conseil régional, Chemak Hassan Alalé, et parlé au gradé de sécurité et de défense de la région, se sont rendus samedi dans la zone sensible de Kaba, située dans le secteur frontalier de la sous-localité de Hol-Hol. À son arrivée, le préfet et sa délégation ont été chaleureusement accueillis par la population locale dans une ambiance empreinte de fraternité et de respect. Un piquet d'honneur a été dressé en l'honneur du préfet, témoignant de l'importance accordée à cette visite par les habitants. La mission avait pour objectif principal de tenir une réunion de sécurité avec les soldats en poste à Kaba ainsi qu'avec les porte-paroles des communautés locales. Lors de cette rencontre, les responsables régionaux ont mis en exergue la nécessité d'une collaboration étroite entre les populations civiles et les forces de défense stationnées sur place. Le préfet Abdelmalik Mohamed Banoïta a insisté sur l'importance de signaler en temps utile tout mouvement suspect ou toute tentative de franchissement illicite de la frontière. La sécurité de cette zone est une responsabilité partagée. Vous êtes les yeux et les oreilles de la République de Djibouti dans ce territoire reculé, a-t-il martelé devant les représentants communautaires.
De leur côté, les chefs coutumiers présents ont réaffirmé l'engagement à coopérer pleinement avec les militaires du poste frontalier et ont promis de faire preuve de vigilance et de citoyenneté en relayant toute information utile au maintien de la sécurité. Et ce communiqué qui nous est parvenu de la direction des affaires maritimes qui informe à ses clients plutôt que le ferry Mohamed Ali Gadile suspendra ses rotations à compter du 20 juillet vers Tadjoura pour des raisons de sécurité dues à des forts vents et rafales pendant la période du Khamsin. Ceci dans le but de la sauvegarde de la vie humaine et des biens des passagers. Il reprendra ses activités dès que le vent Khamsin baissera d'intensité vers le courant fin août. Direction le nord du pays où Abok Initiative innovante transforme le fléau en une opportunité face à l'invasion des déchets plastiques. Une petite usine baptisée La Fabrique redonne espoir à toute une communauté. Rencontre avec celles et ceux qui font du plastique une solution. C'est un magazine de la rédaction. La pollution plastique représente l'un des défis environnementaux les plus urgents de notre époque. À Obok, ville côtière nichée au nord-est de Djibouti, une initiative locale et durable apporte une réponse concrète à ce fléau mondial. C'est dans cette région, d'une beauté naturellement exceptionnelle, mais également d'une grande fragilité écologique, qu'est née La Fabrique. Face à l'accumulation croissante des déchets, à la pression migratoire constante et à l'influence des infrastructures locales, le Conseil régional d'Obok, en collaboration avec la préfecture et l'OIM, a décidé de passer à l'action. Avec le soutien de l'Union européenne, une solution audacieuse et solidaire a vu le jour en 2022. C'est ainsi qu'est née La Fabrique, un projet pionnier à la croisée des enjeux environnementaux, de l'économie sociale et de la dignité humaine. Donc c'est une unité qui est fonctionnelle depuis 2022. Nous produisons les pavés autobloquants, qui est une première au niveau national. Et les perspectives à moyen terme, à court et à moyen terme, c'est d'abord diversifier les produits que nous faisons en colorant le produit pavé donc autobloquant qui est ici, mais également nous allons construire des pavés routiers qui sont faits à base de tous les produits recyclés. La production est passée du début, on était à 50 pavés et aujourd'hui nous sommes pratiquement à 160 pavés par jour, soit donc 1,5 mètre carré, on va dire, à peu près dans 2 mètres carrés. Au centre de cette aventure, il y a Khadija. Elle est la seule femme à travailler au sein de l'équipe technique. Entourée d'hommes, elle tient sa place avec force et conviction. Pour elle, ce n'est pas qu'un emploi, mais une mission. Un engagement envers sa ville, pour un avenir plus propre. Mon nom est Khadija Ali Mohamed, j'ai 27 ans. Je fais partie des 5 employés ici et je suis la seule femme. Ça fait 3 ans que je travaille ici et j'en profite. Chaque jour, les déchets plastiques sont collectés par une trentaine d'habitants issus d'une communauté vulnérable dont 16 hommes et 14 femmes. Mon nom est Hassan Dardar. Depuis qu'on a commencé ce travail, on arrive à subvenir nos besoins. On collecte les déchets, on les ramène ici et en échange, on reçoit de l'argent. Ça a changé nos vies précaires. Mon nom est Fatouma Ibrahim Mohamed. Ce travail permet d'embellir la ville et aussi des déchets qui n'avaient rien. Dieu merci, c'est un acte noble que rapporte. On ramasse tout le déchet de la ville. Une fois collectés, les plastiques sont broyés, traités mécaniquement avec un mélange de sable. Résultat, un produit fini, des pavés prêts à être utilisés dans des projets urbains. magaca Hassan Mohamed Burhanay
usine de recyclage superviseur. Mon nom est Hassan Mohamed Bourhan, je suis superviseur de cette usine. Le travail a commencé en 2022. On est 35 employés, 30 collecteurs qui enlèvent les déchets dans les quartiers, 4 techniciens qui les transforment et un gardien. Depuis le début, un grand progrès a été fait. Si je parle de cette usine, je dirais qu'elle est la première au niveau national et la troisième au niveau continental. En septembre 2024, la fabrique a franchi une nouvelle étape. Sa gestion a été officiellement transférée au Conseil régional d'Obok. L'OIM continue d'apporter un appui technique et financier, mais c'est désormais la communauté locale qui pilote le projet. Grâce à cette initiative, les déchets sont devenus une ressource. Les habitants, des acteurs du changement. La région d'Obok a mis en place un projet d'environnement avec l'appui de l'OIM. Et c'est à partir donc, de cette idée donc, de préserver l'environnement qui est venue aussi petit à petit à germer l'idée de mettre en place un développement durable en s'appuyant donc sur la première idée. Et c'est là que nous avons mis en place la première fabrique, une fabrique d'abord artisanale, a vu donc ses effets limités et on s'est perfectionné à partir de là pour améliorer la production des pavés de la fabrique. Cette fabrique n'est pas là seulement pour sauvegarder l'environnement, mais aussi génère un développement et surtout des revenus pour les plus démunis. Selon Bianca de l'OIM, la fabrique est un exemple concret de mobilisation de la communauté pour une protection de l'environnement tout en créant des emplois. Et bien sûr, le projet de l'usine de recyclage ne serait pas possible sans l'appui de différents partenaires et bailleurs qui nous ont appuyés jusqu'à maintenant. Donc, je voudrais mentionner le Royaume-Uni, la Norvège, la Danemark et la Suède, qui sont tous des bailleurs qui ont contribué et qui contribuent actuellement au fonctionnement de l'usine dans le chemin pour rendre l'usine autonome et durable dans le long terme, ce qui est en ce moment la priorité pour le Conseil régional d'Obok et l'OIM. À Obok, chaque pavé raconte une histoire, celle d'un combat contre la pollution, d'un espoir partagé. C'est une petite usine qui, pierre par pierre, construit un avenir plus propre, plus juste, plus durable. La fabrique, là où le plastique cesse d'être un déchet, pour devenir une solution. C'était un magazine de la rédaction qui nous parlait de la fabrique d'Obok, une initiative innovante transformant le fléau en opportunité face à l'invasion des déchets plastiques, une petite usine baptisée La Fabrique. Tout à fait autre chose cette fois-ci où la Commission de l'Union africaine salue la dissolution des 2 groupes armés en République centrafricaine. C'est ainsi que le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, a salué l'annonce faite par les dirigeants des groupes Union pour la paix et retour réclamation et réhabilitation relatifs à la dissolution officielle de leur organisation armée dans le cadre du processus de règlement politique en République centrafricaine. Cette décision, selon lui, constitue une étape significative vers la paix durable et la stabilité dans le pays. À cet égard, il exhorte les autres groupes armés encore actifs à suivre cet exemple en déposant les armes et en s'engageant pleinement dans un dialogue national inclusif. M. Mohamed Ali Youssouf a également exprimé sa satisfaction face à cette évolution positive, rappelant que les 2 groupes concernés avaient signé un accord de paix avec le gouvernement en avril dernier. Poursuivant dans ce sens, il a souligné que l'Union africaine appelle toutes les autres parties armées à tourner la page de la violence et à privilégier l'intérêt du peuple à travers le dialogue et la réconciliation nationale. Dans l'actualité internationale, les Nations Unies, le blocus israélien a poussé les habitants de Gaza, qui sont plus de 2 millions au bord de la famine. C'est ainsi que la défense civile à Gaza a annoncé la mort d'au moins 93 Palestiniens lorsque les forces israéliennes ont ouvert le feu en direction des personnes attendant de recevoir de l'aide. La majorité d'entre eux étant dans le nord de la bande de Gaza où les conditions de faim s'aggravent en raison des restrictions sur l'entrée de l'aide et de la poursuite de la guerre depuis 21 mois. Le porte-parole de l'organisme a indiqué que France presque 80 personnes avaient été tuées alors qu'elles tentaient de recevoir de l'aide transportée par des camions dans le nord-ouest de la ville de Gaza, confirmant qu'elles avaient été mortes en raison des tirs des forces d'occupation. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de notre programme télévisé. Le programme continue sur Télé Djibouti.
Merci.